Merci Bertrand, bonjour à tous. Donc on va essayer de voir si on peut avoir une nouvelle réflexion sur la réanimation des personnes âgées. Donc c'est une question d'actualité parce que quand vous voyez comment va évoluer la population âgée en France et partout dans le monde, il y a une augmentation du nombre des personnes âgées et également de l'âge de ces personnes âgées puisque l'espérance de vie à 60 ans est de 25 ans pour les femmes et de 23 ans pour les hommes. Et en face, nos ressources ne sont pas extensibles puisque en France, il existe 11 lits de réanimation pour 100 000 lits, alors que pour 100 000 habitants, par contre, alors qu'en Allemagne, vous avez 29 lits pour 100 000 habitants et au Portugal, uniquement 4. Donc on peut imaginer que dans ces deux pays, il y a des pratiques d'admission qui sont extrêmement différentes. À un jour donné, en réanimation, vous avez plus de 50% de votre population qui a plus de 65 ans dans les services. On sait également que le nombre d'octogénaires qui est admis dans les services de réanimation croît. Ici, c'est une étude australienne et faite en Nouvelle-Zélande et tous les ans, il y a une augmentation significative de plus de 6% des octogénaires admis en réanimation. Alors, il y a de plus en plus de demandes pour des patients encore plus âgés. On nous demande très souvent d'admettre des patients de plus de 90 ans. Ici, vous avez une étude récente qui vient juste d'être publiée et une deuxième étude qui est soumise à publication. Et quand on regarde dans ces deux études, on voit que la moyenne d'âge est à 92 ans. C'est bien sûr des femmes. Dans l'étude française, il y a plus de malades médicaux, mais parce que dans la base d'extraction Outcome Réa, on a plus souvent des réanimations médicales et polyvalentes. Il y a pour cette raison également moins de patients, il y a un trauma. La sévérité en France par rapport à l'étude en Allemagne est plus importante et vous voyez que chez ces patients très âgés, ils ont quand même quasiment de la ventilation mécanique, l'utilisation des catécholamines chez un patient sur deux et de l'épuration rénale. Les limitations thérapeutiques varient entre 14% en France et 24% en Allemagne. Quand on regarde la mortalité, elle est de 40% dans l'étude française et de 30% dans l'étude allemande, la mortalité hospitalière. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la qualité de vie pour ces patients extrêmement âgés et pour le moment, dans la littérature, cela manque. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont admises dans nos services, pourtant, très probablement, il y a une restriction de l'admission de ces patients très âgés. Quand on regarde ici en Écosse, vous avez une augmentation de la population générale de 7% par an, de plus de 80 ans. Et quand on regarde les cohortes admises en réanimation entre 2005 et 2009, ici vous avez la cohorte globale des patients admis, ici la cohorte des patients ventilés pour essayer d'avoir une population un tout petit peu plus homogène. Eh bien, les patients jusqu'à 64 ans, il n'y a pas de différence d'admission entre 2005 et 2009. Par contre, pour les patients qui sont au-delà de 65 ans jusqu'à 79 ans et pour les octogénaires, on a une diminution significative tous les ans de l'admission de ces patients avec, lorsqu'on le rapporte à 100 000 personnes de la population générale. Ce qu'on voit également aussi, que cette restriction se voit lorsqu'on regarde les décès dans les services de réanimation, ici aux États-Unis, où un décès sur 5 a lieu en réanimation, eh bien, à partir de 75 ans, le nombre de décès va diminuer dans les services de réanimation. Une autre façon de le voir, c'est l'âge qui est un facteur indépendant de refus d'admission en réanimation. Et ce qui est curieux, ces deux études ont 10 ans d'intervalle et rien n'a changé. Ici, vous avez plus de 85 ans pour refuser l'admission en réanimation en facteur indépendant de refus. Et ici, vous avez toujours 85 ans, 10 ans plus tard, pour refuser de mettre en place soit une ventilation non invasive, une ventilation mécanique ou une épuration extra-rénale. Donc, cette restriction de l'admission des patients âgés probablement s'explique par d'abord la mortalité que les réanimateurs connaissent bien maintenant. Ici, vous avez toutes ces études de plus de 80 ans, sauf la dernière qui a 75 ans. Vous voyez que le taux de mortalité à 1 an est relativement important, sachant qu'il est variable, ce qui veut dire que nous n'admettons pas tous les mêmes personnes en réanimation, avec un case mix extrêmement différent. Ce que l'on sait aussi, c'est que la mortalité
pour les patients de chirurgie programmée est ici, pour les patients de chirurgie urgente, et en fin de compte, ce sont les patients médicaux qui meurent le plus dans nos services, et ce, quel que soit l'âge. L'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que les réanimateurs connaissent maintenant bien la qualité de vie de ces populations à distance. Ici, vous avez une étude extrêmement récente sur 22 réanimations au Canada, avec plus de 600 patients âgés de plus de 80 ans qui sont restés plus de 24 heures, ce qui veut dire que les décès précoces ne sont pas dans l'étude. Et ces auteurs ont évalué comme endpoint d'être vivants à 1 an, avec une qualité de vie pas très différente de la qualité de vie à l'admission. Et donc le résultat de cette étude, c'est que pour ces octogénaires qui avaient 84 ans de moyenne d'âge, à 1 an, 50% sont vivants, et parmi les survivants, 24% ont à peu près leur qualité de vie pré-admission. Donc, connaissant tout ceci, comment peut-on améliorer la décision d'admission de ces personnes âgées? Les personnes âgées ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des personnes qui sont dites vigoureuses, en bon état de santé, indépendantes et autonomes, qui ne nous posent pas trop de problèmes pour une admission en réanimation. De l'autre côté, on a des patients qui sont malades, souvent institutionnalisés, polypathologiques, en mauvais état général, où les réanimateurs se posent beaucoup de questions. Et entre les deux, des personnes dites fragiles, où on sait qu'un tout petit événement peut les faire basculer dans la catégorie des malades. Quand on regarde comment on devrait prendre une décision d'admission, il y a des recommandations dans la littérature avec un certain nombre de facteurs que vous avez sur cette diapositive, mais on devrait également connaître la sévérité et la réversibilité de la maladie sous-jacente, la réversibilité de la pathologie aiguë, le délai du traitement optimal, le handicap potentiel, la probabilité attendue de survie, toutes choses extrêmement difficiles à obtenir lorsqu'on est aux urgences. Mais on devrait également connaître la qualité de vie, évaluée à la fois par le patient, la famille et par le réanimateur, et ô combien c'est difficile, et également l'opinion du patient, de la famille et du médecin traitant. C'est pour cette raison que lorsque on regarde si ces recommandations sont suivies lors de l'urgence et surtout lorsque l'unité de réanimation est pleine, eh bien on voit que le réanimateur est capable de prendre une décision, soit d'admission, soit de refus, en connaissant très peu le malade. De plus, nous sommes à la fin de la chaîne, puisque avant nous, il y a les urgentistes, encore avant nous, il y a le médecin traitant, et enfin, il y a est-ce que le malade arrive ou pas à l'hôpital. Donc la sélection du réanimateur est une sélection qui vient après beaucoup de sélections antérieures. Et quand on regarde l'interface entre le réanimateur et l'urgentiste, par exemple, eh bien, sur cette étude multicentrique qui a été faite sur la région parisienne, avec plus de 3000 octogénaires qui avaient des critères cliniques d'être admis en réanimation, et le terme clinique est extrêmement important, eh bien, on s'aperçoit que seulement 24% de ces octogénaires va être référé à un réanimateur, avec ici le réanimateur qui en prend à peu près un patient sur 2. Et quand on regarde pourquoi l'urgentiste n'appelle pas le réanimateur, eh bien, il n'appelle pas le réanimateur parce qu'il n'a pas tous les éléments nécessaires pour comprendre et pour connaître le malade. En particulier, il ne sait pas s'il a été hospitalisé dans les derniers 6 mois. Il ne sait pas dans quelles conditions ce patient vit à la maison. Il ne sait pas si ce patient prend des psychotropes, s'il a donc des antécédents psychiatriques. Tout ceci a des mauvais éléments pour que le réanimateur puisse le prendre en réanimation. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit que quand on n'a pas ces items-là, eh bien, ça ne sert pas le malade, ça le dessert plutôt. Ici, vous avez sur cette diapositive, eh bien, tous les facteurs qui ont été retrouvés dans la littérature expliquant la décision d'admission. Il y a bien sûr des facteurs qui sont dus à l'âge, en particulier le diagnostic d'admission. Les malades médicaux sont plus souvent refusés que les patients chirurgicaux à gravité identique, à comorbidité identique, le cancer métastatique, l'espérance de vie et bien sûr les préférences du patient. Mais à côté de ces
caractéristiques du patient, il existe des caractéristiques d'organisation extrêmement importantes et également des caractéristiques du réanimateur. On s'aperçoit que les caractéristiques du réanimateur qui interviennent pour prendre en charge ce malade lors de sa garde, c'est son âge, son expérience, sa spécialité d'origine et sa religiosité. Pour essayer d'améliorer cette décision d'admission, je voudrais vous parler de l'autonomie antérieure de ce patient, puisqu'on a une étude qui montre qu'effectivement, on ne doit pas uniquement savoir si ce patient est autonome, par exemple 15 jours ou 1 mois avant que vous le voyiez, mais ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir la cinétique de son autonomie sur les derniers mois. Et cette étude qui a suivi un échantillon de patients de 291 patients. C'est une étude prospective de cohorte monocentrique avec des sujets qui sont âgés à 70 ans. Et cette étude sur ce suivi longitudinal a regardé l'évaluation du statut fonctionnel au cours du temps. Donc il y a eu des entretiens à domicile tous les 18 mois et des entretiens téléphoniques mensuels, de façon à avoir comme renseignement des activités basiques, 4 activités basiques qui sont un peu les activités qu'on a dans le questionnaire de CATS, des activités de la vie quotidienne, des activités instrumentales qui sont ce qu'on retrouve dans le questionnaire de l'automne sur est-ce que le patient est capable de décrocher le téléphone, de faire ses comptes, etc. Et enfin, 4 critères de mobilité. Lorsque le patient était capable de tout faire, il était coté 0. Et lorsqu'il était capable de ne rien faire, eh bien, il était dépendant pour ces 13 activités différentes. Donc, cet auteur a montré 3 profils de trajectoires fonctionnelles différentes qui vont avoir un impact après un séjour en réanimation. Le premier profil, c'est celui-ci, c'est-à-dire le patient a très peu de handicap, il lui manque à peine une activité et on s'aperçoit qu'à la sortie de réanimation, donc là vous avez les 12 mois avant l'admission en réanimation et les 12 mois après l'admission en réanimation. Sur ces patients avec un handicap qui est minime, eh bien le patient va mettre à peu près 4 mois pour récupérer, mais il récupère à peu près son état antérieur. Sur ce deuxième profil, avec un handicap modéré, on s'aperçoit d'abord qu'avant d'arriver en réanimation, il va s'aggraver progressivement. Et après la réanimation, il va mettre à peu près lui aussi 4 mois pour essayer de récupérer un maximum, mais il ne récupère pas tout en totalité puisqu'on ne le retrouve pas à son état baseline. Et c'est la même chose pour les handicaps très sévères, puisque là, il est capable il perd ses activités au fur et à mesure, et là aussi, il va les récupérer, mais pas en totalité. Et quand on regarde l'évolution sur la mortalité à 30 jours et la mortalité à 1 an, regardons la mortalité à 1 an, on s'aperçoit que le handicap sévère et le handicap modéré a autant de poids dans la mortalité que le fait d'avoir été ventilé en réanimation ou bien d'avoir été traité pour un état de choc. Donc je pense que quand on regarde et on interroge les patients aux urgences pour savoir comment ils sont dans leur vie quotidienne, il faut vraiment essayer d'avoir une cinétique un peu de leur trajectoire fonctionnelle avant la réanimation pour essayer au moins de discuter au regard de ces résultats, de ce qui peut se passer après, puisque ces patients âgés ont comme revendication principale de ne pas perdre cette autonomie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux dans leur réflexion. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est sur le concept de fragilité, puisque ce concept est un concept gériatrique, mais on le retrouve de plus en plus dans les études de réanimation. Alors, la définition consensuelle de la fragilité, c'est la diminution des capacités physiologiques de réserve qui va entraîner une altération des mécanismes d'adaptation au stress, et ceci qui va être dont la conséquence, bien sûr, est de multiples facteurs, à la fois médicaux, mais sociaux, comportementaux, économiques ou psychologiques.
Lorsque on a un patient qui est fragile, ici, on s'aperçoit qu'un événement même mineur, ici une infection urinaire, eh bien ce patient va mettre beaucoup de temps pour récupérer de cet événement mineur et ne va pas récupérer à son état antérieur. Alors que lorsque vous avez un patient qui est complètement indépendant, eh bien l'infection urinaire dure quelques jours et il récupère son état antérieur. Donc, dans la population générale, eh bien, pour essayer de reculer au maximum l'arrivée de la fragilité chez ces personnes âgées, c'est pour ça qu'on met en place dans la société des programmes d'activité physique, des programmes nutritionnels, pour essayer de reculer au maximum ce moment où ils vont devenir fragiles. Et pour nous réanimateurs, pour nous médecins, eh bien, c'est là où arrivent les chutes, le délirium, et ces patients sont hospitalisés, réadmis et quelquefois institutionnalisés. Alors, c'est un item qui est d'actualité puisqu'il y a beaucoup de littérature qui est consacrée là-dessus. Et pour définir cette fragilité, il y a deux façons. Premièrement, un phénotype de fragilité sur le modèle de Fried avec 5 items où on regarde la perte de poids entre 4 et 5 kilos ou plus de 5% par an, la fatigue rapportée par le patient sur une échelle, la dépense énergétique, le fait de se mouvoir, est-ce qu'il est capable de marcher et sur une distance, et enfin la force de préhension. Et lorsque trois de ces items sont présents et perturbés, le patient est dit fragile. La deuxième façon qui est assez facile de le regarder, c'est ce pictogramme où les patients qui sont fragiles sont les patients qui sont dans les carrés colorés. Et donc, ça va de 1 à 9, mais en sachant quand même que pour rester en forme, qui est la catégorie 1, il faut bien sûr ne pas avoir de maladies sous-jacentes, ne pas avoir de traitement, avoir beaucoup d'énergie et faire de l'exercice régulièrement. Dès que vous ne faites pas d'exercice régulièrement, vous êtes dans la catégorie 2. Alors, est-ce que nous admettons des patients fragiles en réanimation? Ici, vous avez une étude qui est faite au Canada, où l'âge est à 50 ans, et vous voyez, lorsque on est supérieur à 5, c'est-à-dire lorsqu'on est ici à partir de la catégorie 5, eh bien, il y a 32% de nos patients admis qui sont dits fragiles. Quand on regarde quel traitement on leur fait en réanimation, il n'y a pas de différence sur les dysfonctions d'organes et leur prise en charge. Tout est extrêmement il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Par contre, on va avoir une différence sur, premièrement, la mortalité. Ici, vous avez les moins fragiles qui sont en rouge, entre 1 et 3. Après, vous avez, au fur et à mesure qu'ils ont des marqueurs de fragilité, vous avez une mortalité extrêmement précoce qui est très différente d'un groupe à l'autre. Il n'y a pas uniquement que la mortalité qui est différente, il y a également la qualité de vie. Ici en bleu, vous avez la qualité de vie de la population générale du comté d'Alberta. Et ici à côté en rouge, les patients qui ne sont pas fragiles et en vert, les patients qui ont des marqueurs de fragilité. Donc ce qui est aussi intéressant, vous avez 6 mois et 12 mois, on a l'impression que tout est fixé à 6 mois et donc il n'y aura pas de gain supplémentaire sur lorsqu'on évalue à 12 mois, donc dans les études de qualité de vie qu'on fait, on peut peut-être s'arrêter à 6 mois, puisqu'après, il n'y a pas beaucoup de gains supplémentaires. Donc, un nouveau concept pour les réanimateurs d'étudier la fragilité de nos patients, de façon à pouvoir identifier des populations à risque, de pouvoir les stratifier, utiliser ça pour stratifier ces populations dans des études cliniques d'outcome ou bien dans des études thérapeutiques et interventionnelles. Je ne pouvais pas finir cet exposé sans vous parler quand même de l'avis du patient, parce que le patient a le droit de dire son avis, et c'est un droit, de dire son avis pour l'admission en réanimation. Et cette étude qui a regardé l'avis de ces patients, qui sont en fin de compte pas des patients, puisque ce sont des personnes de la population générale, puisqu'on est allé à leur domicile, pour regarder leur avis, pour l'admission pour une ventilation non invasive, d'une ventilation mécanique ou d'une épuration extra-rénale, eh bien, tout d'abord, on s'aperçoit que les patients ont leur mot à dire. En vert, vous avez les patients qui veulent que ce soit le médecin qui décide. Vous voyez, il y en a très très peu, quelle que soit la situation. En rouge, ce sont les refus.
27% des patients refusent la ventilation non invasive, 43% la ventilation mécanique et 63% l'épuration extra-rénale. Par contre, les réanimateurs, ici ce sont des refus, donc les refus des patients sont ici, eh bien les réanimateurs refusent moins que les patients souhaiteraient d'être admis en réanimation. Donc il y a une tolérance plus importante des réanimateurs chez ces personnes âgées que vraiment le souhait des personnes âgées d'être en réanimation. Ce qui est important pour les deux, les réanimateurs réfléchissent beaucoup sur la qualité de vie des patients âgés qu'ils vont admettre dans leur mode de réflexion et le seul facteur pour ces personnes âgées de décider de refuser ou pas les différents supports d'organes, c'est exactement la qualité de vie. Donc nous avons tous en tête d'avoir la qualité de vie pour les personnes âgées, pour le futur après la réanimation, nous dans notre réflexion, et donc nous réfléchissons tous de la même façon. En conclusion, je ne dirais pas qu'il y a de critères spécifiques pour l'admission en réanimation, c'est la vision globale du patient qui est importante, qui est nécessaire et qui doit intégrer son avis lorsque celui-ci est disponible. Je vous remercie.